On passe une grande partie de notre vie à penser à comment gagner de l'argent. Mais combien de temps on passe vraiment à réfléchir à la meilleure façon de le dépenser pour être plus heureux? C'est une excellente question. Et la réponse, c'est quasiment jamais. C'est ça, c'est un vrai casse-tête que la plupart des gens ignorent. On est obsédé par l'accumulation. Comment avoir plus? Mais après, on est complètement démuni quand il s'agit de convertir cet argent en bien-être. C'est un talent qui ne s'apprend pas à l'école, ça. C'est exactement le sujet qui nous occupe aujourd'hui, en explorant les idées du livre de Morgana Housel, L'art de dépenser. L'idée, c'est de voir comment on peut transformer un relevé bancaire, qui est un document assez froid, en un véritable script pour une vie plus épanouie. Et l'idée de départ est audacieuse. Il dit que dépenser, c'est un art, pas une science. Il n'y a pas de formule magique. Mais il y a des principes psychologiques à comprendre, et c'est là-dessus qu'on va se pencher. Tout à fait. Le livre nous plonge directement dans cette complexité en montrant que notre relation à l'argent, elle est façonnée par tout un tas de choses invisibles, nos émotions, nos insécurités, nos aspirations. Les histoires qu'on se raconte à soi-même. C'est ça. Et pour illustrer ça, il commence avec une anecdote qui, en apparence, n'a rien à voir avec l'argent. Mais en fait, elle dit tout. Ah oui, l'histoire de cette femme qui se fait opérer des yeux. Elle est incroyable, parce qu'elle déconstruit complètement notre idée de ce qu'on attend d'un achat. C'est l'histoire d'une femme qui subit une opération LASIK pour ne plus porter de lunettes. L'opération, techniquement, est un succès total. Sa vision est parfaite. Le rêve, quoi. On pourrait croire. Sauf que, quelques semaines plus tard, elle revient voir le chirurgien. En larmes, complètement dévastée, elle lui dit que sa vie est ruinée. Attends, comment c'est possible? Elle a obtenu exactement ce pourquoi elle a payé? Une vision parfaite? Qu'est-ce qui a pu mal tourner? Et c'est là que réside toute la subtilité. Elle n'a pas seulement payé pour mieux voir. Dans sa tête, cet achat était lié à une attente bien plus profonde. C'est-à-dire? Elle s'était convaincue que sans ses lunettes, son mari la trouverait soudainement plus attirante, que ses collègues la prendraient plus au sérieux, la jugeraient plus intelligente. Ah, d'accord, elle pensait acheter du respect et de l'amour, en fait. Exactement. Et bien sûr, rien de tout ça n'est arrivé. Ces relations n'ont pas changé d'un iota. Et la prise de conscience a dû être brutale. Terrible. Elle réalise que l'amour de son mari et le respect de ses collègues n'avaient absolument rien à voir avec ses lunettes. Donc obtenir ce qu'elle voulait, une vision parfaite, n'était pas du tout la même chose qu'obtenir ce dont elle avait besoin. Ce dont elle avait besoin, c'était de la confiance en elle, des relations saines. Voilà. Donc, si on transpose, la première grande leçon, c'est que l'argent est un très mauvais outil pour essayer de résoudre des problèmes qui ne sont pas financiers. C'est un peu comme essayer de réparer une montre avec un marteau. C'est le piège fondamental. Et ce piège prend souvent la forme de ce que le livre appelle la dépense pour le statut. On n'achète plus un objet pour son utilité, mais pour le message qu'il envoie aux autres. Ça me fait penser à cette autre histoire, celle de l'homme qui achète un fauteuil à 21 000 $ dans un hôtel de luxe. C'est une somme tellement absurde. On se demande ce qui peut bien passer par la tête de quelqu'un à ce moment-là. La réponse qu'il donne est très très révélatrice. Quand l'auteur, qui était voiturier à l'époque, lui demande ce qui justifie ce prix, l'homme ne parle ni de confort, ni de design. Rien de tout ça. Non, sa seule justification est « quand on a de l'argent, c'est ce qu'on est censé faire Censé faire. Ces deux mots sont terribles. C'est une prison. ». C'est une prison. Il ne dépense pas pour lui, mais pour jouer un rôle, pour se conformer à l'image qu'il se fait d'une personne riche. Son argent le possède plus qu'il ne le possède. Et c'est un excellent exemple de ce que le livre appelle la dette sociale. Chaque achat visible, ça crée des attentes chez les autres. Une voiture plus chère, une maison plus grande, tout ça, ça modifie la façon dont le monde nous perçoit. C'est une dette invisible qui pèse sur nos relations, sur notre liberté. On voit ça à l'extrême avec l'histoire de la famille Vanderbilt. La dynastie américaine la plus riche de l'âge d'or. Ils avaient, a priori, tout ce que l'argent pouvait acheter. Ils étaient immensément riches, oui, mais ils n'étaient pas fortunés au sens où l'entend le livre. Toute leur existence tournait autour de la démonstration de cette richesse, construire des manoirs plus grands que ceux des rois. Donner des fêtes extravagantes. L'argent les contrôlait complètement. Ils étaient esclaves de leur statut, au point que cette obsession a conduit à la dilapidation totale de la fortune familiale en quelques générations à peine. La dette sociale qu'ils ont contractée en voulant impressionner tout le monde a fini par les engloutir. Exactement. Mais ce n'est pas toujours pour impressionner les autres, n'est-ce pas? Parfois, les raisons de nos dépenses sont beaucoup plus intimes, plus profondes. Elles sont liées à notre propre histoire. Absolument. Et c'est un autre point clé du livre. Tout comportement devient logique avec suffisamment d'informations.
Pour comprendre pourquoi quelqu'un dépense d'une manière qui nous semble irrationnelle, il faut remonter le fil de sa vie. Il y a cette phrase d'un article de 1928 que le livre cite. Oui, et elle est d'une justesse incroyable. Plus on a été snobé en étant pauvre, plus on aime montrer sa richesse. C'est une tentative de guérison, en quelque sorte. Une façon de dire au monde, mais surtout à soi-même. Je ne suis plus cette personne invisible, j'ai réussi. Précisément, une dépense ostentatoire peut être une cicatrice visible d'une blessure passée. Le livre oppose deux exemples fascinants. D'un côté, la personne devenue riche qui veut à tout prix envoyer sa fille dans l'école la plus chère. Pas forcément pour l'éducation, mais pour le symbole. Voilà, comme symbole de sa revanche sociale. Et de l'autre, des gens comme l'éducatrice financière Tiffany Haddish. Elle parle du syndrome post-traumatique de la pauvreté. Oui, et ce n'est pas juste une formule. Pour quelqu'un qui a connu une grande précarité, la peur de tout perdre est si forte qu'elle en devient irrationnelle. Même quand ils ont largement les moyens de dépenser. Leur cerveau est littéralement câblé pour éviter le risque à tout prix. Du coup, on a deux comportements opposés, la dépense excessive et l'épargne excessive, qui viennent de la même racine, une expérience passée avec le manque. On voit donc tous ces pièges. Dépenser pour de mauvaises raisons émotionnelles, pour le statut, en réaction à des traumatismes. On a l'impression d'être dans un champ de mine psychologique. Est-ce qu'il y a une autre voie, une façon plus saine de voir les choses? Il y en a une, et elle est illustrée par une parabole très simple, mais d'une puissance redoutable, celle du pêcheur mexicain. Une de mes préférées. Un homme d'affaires américain, en vacances, qui rencontre un pêcheur local. Le pêcheur ne travaille que quelques heures par jour et passe le reste de son temps à profiter de la vie. Et l'homme d'affaires, un peu horrifié par ce qu'il perçoit comme un manque d'ambition, lui déroule un plan de carrière sur 15 ans. Le grand plan, vous devriez pêcher plus longtemps, acheter un deuxième bateau, puis une flotte, créer une conserverie. Déménager à Mexico puis à New York pour gérer votre empire. Et après 15 ans de travail acharné, vous pourriez vendre votre entreprise pour des millions et prendre votre retraite. Et là, le pêcheur pose la question qui tue. Et qu'est-ce que je ferais une fois à la retraite? La question fatale. L'homme d'affaires, tout fier, lui décrit le rêve ultime. Vous pourriez faire la grasse matinée, passer du temps avec votre famille, lire, faire la sieste, et le soir jouer de la guitare avec vos amis en buvant un verre. Et le pêcheur, avec un simple sourire, lui répond « Mais c'est déjà ce que je fais. C'est ça. Le silence qui suit doit être assourdissant. C'est incroyable. Ce pêcheur, sans un rond, est en fait plus fortuné que le PDG en vacances. Et ça m'amène à me demander ce que ces mots « riche » et « fortuné » ou « wealthy » en anglais veulent vraiment dire. Le livre insiste beaucoup là-dessus. C'est la distinction fondamentale. Être riche, c'est avoir un revenu élevé. C'est visible. Une belle voiture, une grande maison, des dépenses importantes. C'est ce que les vendeurs Bild affichaient. D'accord. Mais être fortuné, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'argent qu'on n'a pas à dépenser. C'est l'indépendance financière, la flexibilité, le contrôle sur son temps. La vraie fortune, c'est de pouvoir se réveiller un matin et se dire « Bon, aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Exactement. Le pêcheur n'est pas riche, mais il est fortuné, car il contrôle son temps et sa vie. L'homme d'affaires est riche, mais il est esclave de son agenda et de ses ambitions. » Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie. On a compris les pièges, on a vu l'idéal du pêcheur. Mais au quotidien, comment on fait pour naviguer? Comment on sait où dépenser son argent pour se rapprocher de la vie du pêcheur plutôt que de celle de l'homme d'affaires stressé? Alors, le livre propose une approche très pragmatique. Plutôt que de viser un concept un peu flou comme le bonheur, il suggère un objectif plus concret, la minimisation des regrets futurs. C'est un changement de perspective qui est très puissant, en effet. C'est très puissant. C'est le fameux cadre de décision de Jeff Bezos, non? Quand il a dû choisir entre son job très bien payé et le projet un peu fou de lancer une librairie en ligne. C'est exactement ça. Il s'est projeté à 80 ans et il s'est posé une seule question. Est-ce que je regretterais de ne pas avoir essayé? Et la réponse était évidente. Évidente. Le regret de l'inaction aurait été bien plus grand que le regret d'un éventuel échec. Et ce cadre, on peut l'appliquer à nos dépenses mondaines. Est-ce que cette dépense pour un plaisir immédiat me fera regretter de ne pas avoir épargné pour une liberté future? Lequel des deux choix minimisera mes regrets à long terme? C'est un bon filtre. Mais même avec ce filtre, comment on découvre ce qui nous apporte une joie réelle? Ce pourquoi ça vaut vraiment le coup de dépenser. Pour ça, il y a une autre méthode pratique que personnellement j'adore. L'entonnoir large et le filtre étroit. Expliquez-nous ça. L'image est parlante. C'est un processus d'expérimentation en 2 temps.
D'abord, l'entonnoir large, c'est la phase d'exploration. On essaie, dans la mesure de ses moyens, bien sûr, le plus de types de dépenses possibles. Des voyages, des cours, des expériences? Des objets, des dons, même des choses qui, a priori, ne nous attirent pas. On élargit au maximum le champ des possibles pour se donner une chance de découvrir des sources de joie inattendues. D'accord. Mais cette idée d'entonnoir et de filtre, ça a l'air bien, mais dans la vraie vie, ça ne risque pas de devenir épuisant et coûteux de tout essayer? Comment on fait ça sans se ruiner? C'est une excellente objection. L'idée, ce n'est pas de tout acheter, mais d'être curieux et intentionnel. Ça peut être des choses très simples. Essayer un nouveau type de restaurant, prendre un cours en ligne pas cher, visiter un musée local gratuit. Sortir de sa routine de consommation, en fait. C'est ça. L'important est de sortir de sa routine. Mais la clé du système, c'est la deuxième étape, le filtre étroit. C'est là qu'on devient sélectif. Plus que sélectif, impitoyable. Une fois qu'on a essayé quelque chose, on l'évalue honnêtement. Est-ce que ça m'a apporté une joie réelle, profonde et durable? Et si la réponse est bof ou non, On abandonne, sans pitié et immédiatement. Le but n'est pas d'accumuler des hobbies ou des possessions, mais d'identifier par élimination les quelques rares choses qui ont une valeur fondamentale pour nous. c'est tout le contraire de l'homme au fauteuil à 21 000 $. Lui, il suit une norme. Alors que cette méthode, c'est un processus de découverte de ses propres valeurs. C'est exactement ça. C'est un art parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. Pour une personne, le bonheur se trouvera dans des voyages en sac à dos. Pour une autre, dans la construction d'une magnifique bibliothèque. Et pour une troisième, dans le fait de pouvoir offrir des opportunités à ses enfants. L'art, c'est de trouver sa propre voie, un outil très personnel au service d'une vie qu'on a choisie. La conversation ne porte plus sur combien ça coûte, mais sur quelle liberté, quelle indépendance, quel contentement est-ce que cet usage de mon argent m'apporte. La clé, c'est la conscience de soi, pas la comparaison avec les autres. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une dernière question peut-être la plus importante à se poser avant chaque dépense significative. On a vu cette idée de dette sociale, ce coût invisible que nos possessions nous imposent. En termes d'attente, de relations, Tueur. est-ce qu'il me rapproche du pêcheur, libre de son temps, ou de l'homme d'affaires, prisonnier de son plan sur 15 ans? C'est toute la question.